Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 24e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, l'Agence européenne sur les drogues alerte sur la situation de l'UE, la Commission présente son 21e paquet de sanctions contre la Russie et les États membres s'écharpent sur le projet de budget pluriannuel de l'UE. Dans le club des 27, France et Allemagne actent la fin de l'avion de combat de SCAF et la Hongrie poursuit son marathon anticorruption. Et chez nos chers voisins, Nicole Pachinian remporte une victoire éclatante lors des législatives en Arménie, le Kosovo ne parvient pas à sortir de la crise malgré les nouvelles législatives et flambée de violences racistes en Irlande du Nord. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Affaires intérieures, l'Agence européenne sur les drogues alerte sur l'augmentation rapide du nombre de substances dans son rapport annuel. L'Agence européenne sur les drogues, chargée du suivi statistique sur les drogues au sein de l'Union, a publié mardi 9 juin son rapport annuel compilant les données pour l'année 2025. Les analyses concernent 29 pays, les 27 États membres de l'UE, auxquels il faut ajouter la Norvège et la Turquie. L'agence parle d'une évolution effrénée des substances et leur disponibilité devient de plus en plus imprévisible. Aussi, les trafiquants multiplient les routes alternatives pour acheminer les substances. D'après le commissaire européen aux affaires intérieures, Magnus Brunner, 7500 décès ont été causés par des overdoses dans les 29 pays étudiés. Les consommateurs sont de plus en plus adeptes de consommations multiples, ce qui augmente les risques sanitaires. D'après l'agence, une nouvelle substance psychoactive est découverte chaque semaine. 50 ont été signalées pour la première fois sur le sol européen en 2025, portant ainsi à 1050 le nombre de substances surveillées par l'agence. Le rapport souligne que la multiplication des formes de cannabis, que ce soit sous forme de liquide pour cigarettes électroniques ou sous forme de produits comestibles, multiplie aussi les risques d'effets nocifs. Ces nouveaux opioïdes de synthèse ont été signalés via le système d'alerte précoce de l'UE. La kétamine fait l'objet d'un usage détourné de plus en plus fréquent, même si la consommation reste faible, elle est particulièrement utilisée dans les milieux fréquentés par les jeunes et dans les lieux de vie nocturne. La consommation de cocaïne reste élevée, 4,3 millions d'Européens de 15 à 64 ans en ont consommé en 2025. Les saisies de cocaïne ont diminué entre 2023 et 2024. Ce qui frappe le plus, ce sont les voies d'acheminement des drogues. Le rapport révèle que les trafiquants ont recours à des ports de moindre importance, multiplient les moyens de transport avec des vedettes rapides en mer, des drones sous-marins ou aériens et font preuve d'ingéniosité avec des techniques de dissimulation de plus en plus sophistiquées. Les saisies globales sont passées de 95 tonnes à 97 tonnes entre 2023 et 2024, mais c'est un peu en trompe-l'œil, les trafiquants privilégient des envois plus petits, mais aussi plus nombreux pour éviter les grosses saisies et les pertes sèches importantes. En réponse à ce rapport, le sujet devrait être abordé lors du sommet européen des 18 et 19 juin par les 27. Le débat devrait porter sur des mesures plus strictes concernant le crime organisé en Europe, mais aussi à l'international. Les drogues sont à la fois importées, mais aussi produites sur le sol européen de manière synthétique. Sur le plan international, les 27 souhaiteraient s'attaquer à la chaîne d'approvisionnement en multipliant les partenariats avec les pays producteurs, notamment en Amérique latine, mais aussi en ciblant les voies de transit et le marché européen et notamment les laboratoires clandestins sur le sol européen. Une grande partie des produits arrivent par bateau et arrivent de plus en plus par des petits ports commerciaux. La volonté des 27 serait de renforcer les contrôles sur ces petits ports. L'ambition est de réduire la demande sur le marché européen tout en affaiblissant les réseaux criminels. Affaires étrangères, la Commission européenne officialise sa proposition de 21e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Mardi 9 juin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
a dévoilé sa proposition de 21e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. La principale mesure est le gel du plafond de prix ajustable de l'UE sur les exportations russes de pétrole jusqu'en janvier 2027. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'UE avait adopté un plafond des prix du pétrole russe 15% inférieur au prix du brut de l'Oural sur les marchés. Ursula von der Leyen justifie ce gel par le fait que le plafond n'était pas conçu pour les crises comme celle du blocus du détroit d'Ormuz. Un gel qui devrait permettre au prix de se stabiliser et de faire refluer le prix du pétrole brut au niveau international, qui causera par ailleurs un manque à gagner pour la Russie. Le nouveau paquet de sanctions s'attaque aussi aux banques avec 31 banques russes proposées à l'inscription au régime de sanctions, auquel s'ajoutent 20 institutions financières de pays tiers par lesquelles transitent des fonds russes. Des mesures de contrôle d'exportation viseront des entreprises basées en Chine, aux Émirats arabes unis, en Inde, au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Turquie, soupçonnées d'acheter des pièces européennes pour les revendre à la Russie. D'ailleurs, les technologies à double usage, qui peuvent avoir un usage aussi bien civil que militaire, feront l'objet de nouvelles interdictions d'exportation d'entreprises européennes vers la Russie. Le nouveau paquet de sanctions proposé entend faire interdire l'importation dans l'UE de la morue russe et imposer un ensemble de restrictions sur les produits de pêche russes. Et pour finir, la liste des bateaux sous sanctions s'allonge avec 30 pétroliers, car ils font partie de la flotte fantôme qui permet d'exporter clandestinement le pétrole brut russe. Le paquet de sanctions prévoit aussi l'interdiction de vente de méthaniers à la Russie, ce qui devrait compliquer encore un peu plus sa stratégie de contournement des sanctions. Ce paquet de sanctions répond à l'explosion d'un drone russe sur le toit d'un immeuble à Galați, en Roumanie. Le paquet de sanctions sera à l'ordre du jour du sommet européen des 18 et 19 juin et une décision devrait être prise. Il est même prévu que le sujet fasse partie des conclusions du sommet. Budget. Plusieurs sujets de friction entre les États membres. Alors que le Parlement européen contestait déjà la proposition de budget de la Commission européenne, les 27 montrent leur divergence sur la même proposition, ce qui va rendre la tâche d'Ursula von der Leyen et d'Antonio Costa extrêmement complexe, alors qu'ils ont fixé comme objectif d'adopter le cadre financier pluriannuel 2028-2034 avant la fin de l'année et le marathon électoral de 2027 qui verra de nombreux États membres retourner aux urnes avec, pour plusieurs d'entre eux, des changements de majorité probables qui pourraient retarder un peu plus l'adoption du budget. Dans sa lettre d'invitation au sommet européen de jeudi et vendredi, Antonio Costa demande aux 27 d'approuver de nouvelles ressources propres pour l'UE, c'est-à-dire des taxes qui tomberaient directement dans le budget européen pour donner à l'UE les moyens de ses ambitions. La Commission européenne avait proposé de modifier les taxes douanières et les taxes vertes existantes et la création d'une taxe sur le tabac, d'une taxe sur les déchets électroniques et d'un impôt sur les sociétés européens, le tout estimé à 58 milliards d'euros de recettes par an. De son côté, le Parlement européen a proposé une taxe sur les jeux en ligne et les cryptoactifs, dont les recettes seraient estimées à 13 milliards d'euros par an. La France a déjà fait savoir qu'elle ne voterait pas pour un budget qui n'intégrerait pas de nouvelles ressources propres, alors que les frugaux, Allemagne et Suède en tête, refusent. Il faut dire que des nouvelles ressources propres pour l'UE priveraient les États membres de certains leviers de pouvoir sur la Commission européenne et provoqueraient un manque à gagner pour les États individuellement. Si Antonio Costa souhaite que le budget soit adopté avant 2027, c'est parce qu'il redoute que cette question devienne un objet de débat des campagnes législatives et présidentielles en France, en Espagne, en Pologne et dans quelques autres États membres aussi appelés à voter l'année prochaine. Autre point de friction, les rabais nationaux. Conséquence du Give My Money Back, prononcé par Margaret Thatcher à Fontainebleau en 1984, le rabais britannique a fait des petits par la suite. L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède réclamant à leur tour un rabais de leur contribution
au budget européen qu'ils considèrent comme un juste retour en tant que contributeurs nets. Ce sont ces pays qu'on appelle désormais frugaux, car ils sont frileux sur les dépenses européennes et qui se considèrent par ailleurs comme meilleurs élèves. Mais au Parlement italien, Giorgia Meloni a réitéré sa demande d'abolition du système des rabais ou qu'on lui en octroie un en tant que troisième contributeur net de l'UE. Ce n'est pas la première fois que la présidente du Conseil italien en parle. Elle avait déjà menacé en décembre de ne pas voter le budget 2028-2034 si les rabais n'étaient pas supprimés. Et dernier point d'achoppement, la négobox. La négobox, c'est la présidence tournante qui doit la présenter en faisant une synthèse des demandes des 27 et les frugaux rejettent en bloc la proposition de la présidence chypriote. Les frugaux considèrent que les coupes budgétaires sont insuffisantes, Chypre ayant proposé 33 milliards d'euros d'économies, mais aussi que les coupes se concentrent sur la compétitivité et l'action extérieure, ce qu'ils dénoncent, alors que l'agriculture et le développement régional, désormais intégrés dans un fonds unique, sont épargnés. C'est l'illustration parfaite des forces en présence. D'un côté, les frugaux veulent réduire le volume des dépenses de l'UE à tous les niveaux et dans tous les budgets, sauf la compétitivité, la sécurité et la défense, et de l'autre, ceux qui veulent préserver le fonds de cohésion, la PAC et le développement régional, qui est une promesse de ne pas laisser trop d'écart économique entre les États membres de l'UE. Les États membres doivent accélérer sur un compromis d'ici septembre pour que le budget soit adopté conjointement avec le Parlement européen qui a la volonté de faire entendre sa voix sur ce budget pluriannuel. Passons désormais au Club des 27. France et Allemagne. Le projet SCAF abandonné dans sa forme initiale, imaginé en 2017. Projet à l'origine lancé par la France et le Royaume-Uni et enterré par le Brexit, Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient tenté de le relancer en 2017. Lundi 8 juin, l'Allemagne et la France n'ont pu que constater l'impossibilité de raisonner les industriels Dassault et Airbus, incapables de s'entendre sur la gouvernance du projet concernant l'avion de combat. Le communiqué a d'abord été fait par l'Allemagne, confirmé dans la soirée par l'Élysée, qui ne manque pas de préciser que la fin de l'avion de combat ne signifie pas la fin des coopérations des industries militaires entre Allemagne et France. Le projet de système de combat aérien du futur, aussi appelé SCAF, est une architecture complexe de défense aérienne comprenant des avions de combat et des drones reliés par un système de communication innovant. Doté d'un budget de 100 milliards d'euros, c'était le projet industriel européen le plus ambitieux. Un projet qui s'est heurté d'abord à l'incapacité des industriels de s'entendre sur la gouvernance de la conception de l'avion de chasse du SCAF. Dassault réclamait le leadership du projet, considérant qu'il est le seul constructeur européen à pouvoir produire de A à Z un avion de combat. De son côté, Airbus défendait la vision de l'accord politique franco-allemand, c'est-à-dire une stricte répartition à parts égales des pouvoirs de décision, mais aussi des ressources. À cette mésentente, concernant la gouvernance, s'ajoutaient des objectifs différents entre France et Allemagne. La France veut un avion plus léger, capable d'atterrir sur un porte-avions, alors que l'Allemagne ne dispose pas de porte-avions. La guerre en Ukraine a aussi démontré le changement de paradigme dans la guerre aérienne, où les drones, beaucoup moins coûteux, se sont fait une place de choix. Depuis le mois de septembre, le gouvernement allemand semblait déjà acter la fin du projet, mais l'absence de gouvernement français après la motion de censure votée contre François Bayrou, puis l'insistance du président français qui a demandé du temps pour tenter de convaincre les industriels et de procéder à la médiation, avait repoussé l'échéance. Depuis quelques mois, l'Allemagne s'était rapprochée du suédois Saab et du projet italo-britannico-japonais, le Global Combat Air Programme, deux projets en cours de conception. Mais c'est une nouvelle difficulté qui se présenterait puisque l'Allemagne devrait rattraper son retard dans deux projets déjà bien avancés et qui ne répondent pas forcément aux besoins de la Bundeswehr. L'annonce a été faite avant le salon aéronautique de Berlin, inauguré le mercredi 10 juin.
Ce n'est pas une coïncidence, Friedrich Merz devait y rencontrer les industriels de la défense allemands qui ont de belles perspectives avec le grand emprunt d'État qui doit financer les dépenses de défense, mais beaucoup de spécialistes redoutent le manque d'expérience des Allemands qui n'auraient pas les moyens de concevoir seuls du matériel. Les deux pays avaient prévu que le nouvel avion de combat soit livré à l'horizon 2040. Il faudra désormais repartir quasiment d'une feuille blanche après avoir sacrifié un peu plus de 10 milliards d'euros dans un projet abandonné. Même si Dassault n'a pas voulu faire de commentaires, cela fait des mois que son PDG, Éric Trappier, rappelle dans toutes ses interviews et ses auditions parlementaires que Dassault n'a besoin de personne pour faire un avion de combat. Le hic, c'est que son principal client, le ministère de la Défense français, avoue que la fin du projet commun ne facilite pas ses plans, car incapable de financer seul la conception d'un avion de combat de 6e génération, dont les coûts de développement sont estimés à 100 milliards d'euros. L'État est exsangue et fait face à une procédure de déficit excessif qui l'oblige à faire des choix dans ses dépenses. La France devra donc aussi se trouver un autre partenaire et Dassault doit aussi faire avec l'émergence de nouveaux concurrents turcs et coréens qui vont leur renier des parts de marché. Désormais se pose la question des autres projets liés au SCAF. Le français Safran et l'allemand MTU travaillaient efficacement sur le moteur des avions. L'abandon de l'avion de combat du SCAF pourrait pousser les deux industriels à devoir concevoir un deuxième moteur, ce qui ferait exploser les coûts de conception. Le projet de char du futur MGCS, ou système principal de combat terrestre, mené par le consortium franco-allemand KNDS, souffre des divergences françaises et allemandes sur l'utilisation opérationnelle du char, mais aussi sur le budget. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, parle d'une leçon qu'il faut retenir pour les prochains projets. Il estime que ce genre de projet n'est possible que dans le cadre d'un consortium entre industriels et qu'il faut se concentrer sur de plus petits projets. En réalité, c'est aussi un échec politique. Le projet se voulant symbolique, il n'a pas pris en considération les enjeux et priorités des industriels auxquels se sont ajoutées les divergences de vues des États sur la finalité du projet. Au moment où l'Union européenne tente d'inciter au rapprochement des industries de défense, un tel échec pose la question même de la possibilité de faire avancer ensemble des acteurs européens. Le Conseil des ministres conjoints franco-allemands, qui aura lieu en juillet, devrait aussi permettre l'établissement d'une feuille de route pour les prochains projets industriels communs. Hongrie. Une réduction des indemnités des parlementaires et présentation d'un paquet législatif anticorruption. Lundi 8 juin, les députés hongrois ont ramené leur indemnité parlementaire à 3 690 €, soit une baisse de 40%, ce qui devrait permettre, d'après le gouvernement, de réaliser un an d'économie de budget de fonctionnement du Parlement. Peter Maillard voulait donner l'exemple en appelant les députés à l'humilité et en rappelant aux députés qu'ils doivent montrer l'exemple. Alors que les finances hongroises sont dans un piètre état, le Premier ministre a demandé aux élus de faire un effort, plutôt que de demander aux Hongrois de faire des sacrifices en premier lieu. En plus de la réduction de l'indemnité, le remboursement des frais de téléphone est supprimé. D'après les services de l'État, les frais remboursés aux députés sous Viktor Orban se sont élevés à 186 milliards d'euros. En parallèle, le gouvernement hongrois a proposé mardi soir un paquet de lois anticorruption de 110 pages, une des réformes attendues par la Commission européenne pour verser les fonds européens à la Hongrie d'ici la fin de l'année. Le projet de loi vise à renforcer les pouvoirs de l'autorité pour l'intégrité, une autorité administrative indépendante chargée de vérifier que les élus, les juges et les hauts fonctionnaires déclarent correctement leurs finances et patrimoine personnel. Le projet de loi veut lui donner accès aux dossiers bancaires et fiscaux et lui donner le pouvoir de vérifier le patrimoine des élus, des juges et des hauts fonctionnaires. Le projet de loi prévoit de créer un délit pénal de 2 ans de prison maximum pour les déclarations qui seraient falsifiées. L'autorité aurait de nouvelles compétences concernant les marchés publics.
Le texte prévoit la dissolution de 15 fondations de gestion d'actifs, notamment le Matthias Corvinus Collegium et la fondation Elvonal, deux think tanks destinés à appuyer les conférences du Fidesz et qui ont organisé plusieurs rassemblements des extrêmes droites européennes. Un projet de loi qui a été mis dans l'ombre du scandale concernant Ferenc Pál-Bíró, le directeur de l'autorité hongroise pour l'intégrité justement, accusé d'abus de pouvoir, de falsification de documents publics et de détournement de fonds. Il a été mis en accusation par le bureau du procureur général. Sous Viktor Orban, l'autorité a fermé les yeux sur l'enrichissement des élus, des juges et des hauts fonctionnaires. Il n'y a donc rien de surprenant que son directeur soit mis en accusation. Le président de la Cour des comptes demande la destitution de Ferenc Pál-Bíró. Avec la supermajorité constitutionnelle, le Parlement ne devrait pas avoir de difficulté à adopter le texte. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Arménie, victoire éclatante du parti de Nicole Pachinian aux législatives. C'était la grande interrogation depuis quelques semaines, l'issue du scrutin législatif en Arménie. Historique allié de la Russie, longtemps membre actif de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'équivalent de l'OTAN mené par la Russie, et de l'Union économique eurasiatique, l'Arménie prend ses distances depuis 2023. Elle a cessé de participer aux exercices de l'OTSC et même cessé de financer son adhésion après que la Russie, présente sur son territoire et chargée de défendre les Arméniens en cas d'agression, a laissé faire l'Azerbaïdjan, forçant l'Arménie à renoncer à la région du Haut-Karabakh et quelques territoires frontaliers. Le manque de réaction de la Russie est une réponse à la révolution de velours qui avait porté Nicole Pachinian au pouvoir et qui demandait le démantèlement de l'oligarchie qui régnait sur le pays depuis l'indépendance en 1991. Nicole Pachinian n'a pas caché ses intentions, il veut se rapprocher de l'Occident. Un message bien reçu puisque Yerevan a accueilli la communauté politique européenne début mai, puis a signé des accords lors du premier sommet UE-Arménie le lendemain. Donald Trump avait exprimé publiquement son soutien à Nicole Pachinian, qu'il considère essentiel dans la mise en œuvre du plan de paix que son administration a participé à construire. Mais un message aussi bien reçu par la Russie qui a multiplié les menaces envers l'Arménie concernant un rapprochement avec l'UE et les États-Unis. Vladimir Poutine a déclaré que l'Arménie empruntait le même chemin que l'Ukraine, que certains ont perçu comme une menace à peine voilée d'intervention militaire. La Russie a déployé des efforts de désinformation et des mesures de rétorsion commerciale en interdisant l'importation de fruits et légumes, de boissons alcoolisées et autres produits agricoles en provenance d'Arménie. Le vice-premier ministre russe Alexei Overtchouk a par ailleurs rappelé que la double adhésion à l'Union économique eurasiatique et à l'Union européenne était incompatible avec les traités fondateurs de l'UEE. Mais rien n'y a fait, le parti du contrat civil du Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, l'emporte avec 49,81% des voix, un plébiscite. Son parti obtient 64 des 101 sièges du Parlement. Nicole Pachinian a déclaré lors de son discours après les résultats que c'est une grande responsabilité pour son parti et que cela signifie que les citoyens arméniens ont fait le choix de l'indépendance, de l'avenir et de la paix. Cette déclaration pour la paix est une référence au plan de paix signé avec l'Azerbaïdjan, où l'Arménie avait promis d'inscrire les conditions du plan de paix dans la Constitution, mais sans majorité constitutionnelle et face à une opposition totalement pro-russe, la tâche sera quasiment impossible. L'Arménie cherche aussi à apaiser ses relations avec le voisin turc. Pour ce qui est de la prospérité, Nicole Pachinian avait promis la diversification des partenariats et le rapprochement avec l'UE et les États-Unis. Le Premier ministre n'entend pas couper les liens avec la Russie, mais seulement d'éviter de lui laisser trop de leviers de coercition. Cependant, le scrutin ne s'est pas déroulé dans la plus grande sérénité. Le parti Arménie forte, emmené par l'oligarque russo-arménien Samvel Karapetyan, a obtenu 23,29%, mais son leader a dénoncé les pressions à son encontre et à l'encontre de ses membres.
Karapétian était placé en résidence surveillée depuis juin 2025. D'après lui, 75 membres de son parti ont été placés en détention provisoire et 700 personnes ont été arrêtées. Idem pour le parti Alliance arménienne de l'ancien président Robert Kotcharyan, qui dénonce l'arrestation de certains des membres de son équipe de campagne. Son parti a tout de même récolté 9,9% des voix. Le parquet de Yerevan a annoncé 165 enquêtes pour des cas présumés d'obstruction électorale, ciblant particulièrement les partis d'opposition. Malgré une majorité absolue, Nicole Pachinian devra affronter au Parlement deux forces d'opposition loyales au Kremlin, qui vont tout faire pour saboter le plan de paix avec l'Azerbaïdjan et le rapprochement avec l'Occident. Kosovo. Le parti du Premier ministre Albin Kurti gagne mais s'affaiblit, pas de perspective de sortie de crise. C'était les troisièmes élections législatives depuis février 2025. En février 2025, le parti Vete Vendosje, qui signifie autodétermination, le parti d'orientation social-démocrate du Premier ministre sortant Albin Kurti, était sorti vainqueur, mais sans majorité absolue. Face à des tractations qui s'enlisaient et semblaient rendre impossible toute coalition, de nouvelles législatives ont été convoquées en décembre 2025. Cette fois, Albin Kurti était sorti renforcé et avait réussi à former un gouvernement grâce au soutien de députés des minorités. Mais en avril, face à l'incapacité du Parlement à se mettre d'accord sur le nom du futur président, la Constitution oblige la dissolution du Parlement. Dimanche 7 juin donc, les Kosovars devaient trancher une nouvelle fois. Vete Vendosje, même s'il reste le premier parti du pays, s'écroule à 43%, ce qui pourrait forcer le parti du Premier ministre sortant à siéger dans l'opposition, malgré ses 49 sièges. Vete Vendosje perd 8 sièges. Le Parti démocratique du Kosovo termine deuxième avec 21% des voix, soit 24 sièges, et la Ligue démocratique du Kosovo, de l'ancienne présidente Vjosa Osmani, finit troisième avec 18%, soit 19 sièges. La Ligue démocratique du Kosovo obtient la meilleure progression avec 4,5 points de plus qu'en décembre et 4 sièges de plus. Même si le Premier ministre Albin Kurti peut se targuer d'une 4e victoire aux législatives depuis 2021, il semble fragilisé et les électeurs semblent le rendre responsable de la crise politique qui dure depuis début 2025. Et l'issue du scrutin n'arrange rien. La fragmentation du Parlement reste à peu près la même, et si les partis représentés ne font aucune concession, il est fort à parier que les Kosovars retourneront aux urnes bientôt. Mais la multiplication des scrutins semble aussi être frappée par la fatigue démocratique, la participation s'élevant à seulement 36% contre 48% au mois de décembre. La crise politique coûte cher au Kosovo, le coût du scrutin est de 10 millions d'euros, et tant que le Kosovo est incapable de se doter d'un gouvernement, il perd des opportunités de financement. Le plan de croissance de l'UE pour les Balkans occidentaux avait octroyé 980 millions d'euros de fonds pour récompenser le Kosovo des réformes entreprises dans la voie vers le rapprochement avec l'UE. Aujourd'hui, seuls 62 millions d'euros ont été versés et le Kosovo a jusque fin 2027 pour obtenir le reste des fonds conditionnés à des réformes d'ampleur, notamment sur la lutte anticorruption. Le FMI rappelle aussi que l'inflation s'élevait à 5% en janvier et que la crise du détroit d'Ormuz amplifie les variations de prix, notamment sur les denrées alimentaires. Irlande du Nord. Des émeutes racistes organisées par des groupes d'extrême droite à Belfast après l'arrestation d'un réfugié soudanais. Mardi soir, un ressortissant soudanais de 30 ans, réfugié au Royaume-Uni, était arrêté à Belfast pour tentative de meurtre par arme blanche. Il aurait asséné plusieurs coups de couteau au visage d'un homme à terre qu'il maintenait au sol en étant assis sur lui. 3 hommes sont intervenus pour faire cesser l'agression. La victime, un radiologue de 40 ans, a perdu l'usage de son œil gauche et a subi plusieurs lacérations au visage et dans le dos. Le mobile terroriste a été écarté par la police à ce stade. L'attaque a été unanimement condamnée par les responsables politiques britanniques et nord-irlandais.
Mardi soir, des centaines de manifestants cagoulés, tous issus de groupes d'extrême droite, ont déferlé dans les rues de Belfast, déterminés à venger la victime, notamment en suivant l'appel de l'ultranationaliste anglais Tommy Robinson. Un appel largement relayé par Elon Musk, qui n'en finit pas de faire usage de la plateforme X pour donner un écho massif aux idées d'extrême droite. L'autorité régulatrice des télécommunications britanniques ont rappelé aux plateformes qu'elles devaient lutter contre les contenus illégaux et notamment les appels à la haine et à la violence. Les émeutes racistes visaient principalement les personnes noires, mais aussi des ressortissants étrangers après la diffusion de la vidéo de l'agression. Le commissaire adjoint de Belfast, Ryan Anderson, avait affirmé que le réfugié était en situation irrégulière. Il n'en a pas fallu plus pour que les groupes identitaires appellent à la vengeance. Le ministère de l'Intérieur britannique a corrigé l'information en disant que l'assaillant disposait d'un statut de réfugié et d'un permis de séjour jusqu'en 2028. Des bus et des voitures ont été incendiés, la plupart dans des quartiers où se concentrent des minorités. Certains hooligans sont même entrés de force dans certaines maisons pour y mettre le feu. Plusieurs émeutes ont eu lieu un peu partout en Irlande du Nord. Tous les leaders politiques nord-irlandais, qu'ils soient indépendantistes ou unionistes, ont appelé au calme. L'extrême droite britannique continue d'exploiter chaque fait divers pour mieux souligner l'impuissance des autorités tout en poussant pour leur discours anti-immigration, considérant que l'immigration serait la cause de la hausse de la criminalité. Depuis une dizaine de jours, ils manifestent concernant la mort d'Henry Novak, un jeune de Southampton, poignardé par Vikram Digwa, un Sikh, en décembre 2025. Vikram Digwa a été condamné à perpétuité début juin. L'extrême droite reprochait à la police d'avoir menotté Henry Novak, malgré ses blessures, en ciblant notamment les politiques antidiscrimination de la police britannique, tentant d'affirmer qu'il existe un racisme anti-blanc. L'Irlande du Nord est un terreau particulièrement fertile pour les hooligans, même si l'accord du Vendredi Saint de 1998 a figé les violences entre communautés. Le statu quo n'a rien réglé entre les unionistes et les partisans de la réunification de l'Irlande. L'assaillant de Belfast a été présenté à la justice le mercredi 10 juin. Il ne s'est pas exprimé. Il a été placé en détention jusqu'au 8 juillet, le jour de sa prochaine comparution. Mercredi soir, de nouveaux rassemblements ont eu lieu. La police a été visée par les manifestants d'extrême droite, notamment à Glengormley, où ils ont été dispersés par des canons à eau. Belfast a été épargné, malgré la présence de plusieurs graffitis à caractère islamophobe visibles dans les rues de Belfast. Vendredi, l'ONG Center for Countering Digital Hate a accusé Elon Musk d'avoir largement amplifié les discours de haine en relayant des appels à manifester à ses 240 millions d'abonnés, en repartageant les posts de Tommy Robinson et des membres de Reform UK et de Restore Britain. Des repartages qui ont généré 115 millions de vues, dont 64 millions rien que pour Elon Musk. Une aubaine financière pour le propriétaire de X qui a fait son entrée en bourse avec SpaceX. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 24e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.